d'être des techniciens. Ce sont des gens qui avaient, à un moment donné, des métiers, qui avaient peut-être des passions et qui ont donc utilisé le numérique pour faire vivre une passion, pour faire vivre une envie qu'ils souhaitaient mettre en œuvre et qui n'existait pas forcément par rapport au métier qu'ils faisaient, ou qui ont tout simplement fait évoluer leur approche de leur métier ou de leur pratique professionnelle avec les outils numériques. Donc, nous évoquerons aussi un point qui est important, c'est les politiques publiques, donc les usages, comment les usages doivent être intégrés dans les politiques publiques ici au Bénin. Je commencerai par donner la parole au professeur Judikel Aladatin, qui va se présenter un peu plus et nous dire en quoi les usages du numérique peuvent être utiles pour l'éducation et doivent être intégrés aux politiques publiques du pays. Merci cher ami Roba. En fait, je vais me présenter un peu. Il a parlé de l'université d'Abomey-Calavi tout à l'heure. Ce n'est pas totalement exact. Donc, en fait, je suis professeur-chercheur. Jusqu'à il y a cela 2 semaines, j'étais en service encore à l'université Mohamed VI Polytechnique au Maroc, où j'ai fait environ presque 4 ans. Et désormais, je suis de retour au Bénin, où je travaille en distanciel pour une autre université qui n'est pas au Bénin. Et je pilote aussi un consortium de recherche au Bénin depuis donc tout récemment, quelques jours. Voilà. Pour revenir un peu, moi j'ai un parcours très pluridisciplinaire. Je ne veux pas ici faire un exposé technique. Je veux y aller avec mon expérience personnelle d'abord pour introduire avant de frayer le chemin vers qu'est-ce que les politiques publiques peuvent faire. Mon expérience personnelle, c'est que moi, je suis ingénieur agroéconomiste de formation, formé à l'UAC, à la FSA. J'ai terminé ma formation en 2007 et à la toute fin, en même temps, j'ai fait un DEA en socio-économie du développement, toujours à l'UAC, et on m'a proposé de faire un doctorat à l'UAC, ce que j'ai refusé. Et en ce moment, quand je disais non, je ne comptais sur rien du tout. Tout ce que je me disais, c'est que je ne voulais pas faire un doctorat ici, je voulais m'enrichir d'autres expériences. Eh bien, tenez-vous, 2 ans après, je partais pour Québec pour faire ma thèse plutôt en démographie à l'Université Laval. Et le moteur essentiel qui m'a permis de faire ce cheminement, c'est le numérique. Toute ma recherche de bourse, les dizaines, des centaines de messages à des professeurs pour trouver un encadrant jusqu'à décrocher une bourse. J'ai fait des dizaines d'entrevues tout en travaillant ici et ça m'a pris 2 ans, mais j'ai eu ce que je voulais. Donc, j'ai eu une bourse de l'Agence universitaire de la francophonie pour aller faire un doctorat en démographie à l'Université Laval. Après, j'ai enseigné un peu au Canada et j'ai décidé de revenir. Donc, je faisais partie ici des tout premiers enseignants, pour ceux qui connaissent, de l'école de statistique qui était à Tchaourou. Donc, imaginez la transition, je quitte Québec et je m'installe à Tchaourou, donc dans la bourgade. Et on est resté là quelques mois avant de transiter vers Parakou. Puis ensuite, en 2020, je suis reparti pour des raisons que je ne vous dirai pas ici. Le numérique en éducation a des potentiels énormes. Si vous prenez le simple exemple de ce que je viens de vous dire, le numérique vous permet d'accéder à la connaissance. Aujourd'hui, il y a des milliers de tutoriels sur YouTube, par exemple. Je connais des gens qui ont appris à coder juste avec YouTube. Et j'ai l'exemple de mon garçon, donc mon garçon qui a 7 ans, mon aîné, qui a 7 ans aujourd'hui et qui fait du coding, qui a appris du Scratch simplement avec YouTube, tout simplement. Et c'est maintenant qu'il va à un autre niveau avec des cours en ligne. Donc, le numérique peut permettre aussi d'individualiser la formation en y intégrant de l'intelligence artificielle.
les potentialités du numérique sont, on ne peut pas tout citer dans l'éducation, mais ce qu'on doit retenir, c'est que le numérique vous permet d'accéder à la connaissance en temps et lieu. Il suffit d'avoir de la volonté, il suffit d'avoir un certain nombre de conditions, et c'est là que j'en viens au point culminant qui concerne ce que les politiques publiques peuvent faire. Priorité des priorités, c'est que le numérique, ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut s'habituer à cela. Ouvrir un ordinateur, faire de la recherche, ça s'apprend. Et on s'habitue à cela. Et c'est en cela que je pense que la première des choses que les politiques publiques peuvent ou doivent faire, c'est de faire en sorte que les élèves s'habituent au numérique dès le bas âge. Donc, dès l'école primaire, pour ne pas dire dès l'école maternelle. Effectivement, il y a des conditions qu'il faut remplir. On parle d'un certain nombre d'âges avant de pouvoir aller vers les écrans. Mais à partir de 6 ans, je pense que dans toutes nos écoles, il faut penser à habituer les enfants au numérique. C'est une condition essentielle qui permet un peu de faire tomber le mur. Donc, pour faire en sorte que le numérique ne soit plus une bête noire pour les enfants. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est par rapport à l'infrastructure elle-même. C'est essentiel. Donc, on parle de connexion, on parle de connectivité. Il faut absolument travailler sur cet aspect-là. Il faut que la connexion soit accessible. Il faut qu'elle soit de bonne qualité et il faut qu'elle soit disponible aussi bien dans les milieux urbains que dans le milieu rural. Sinon, on va manquer quelque chose en ce qui concerne les énormes potentialités du numérique. Il faut aussi que les pouvoirs publics puissent mettre en place des politiques de soutien, donc à l'entrepreneuriat, à l'innovation aussi. Et je pense que c'est en mettant bout à bout cet ensemble de propositions qu'on pourra arriver à aller toucher du doigt l'énorme potentialité qu'on a dans le numérique, non pas seulement en éducation, mais dans énormément de domaines, parce que, et je finirai là-dessus, les potentialités sont énormes, mais il ne faut pas faire du suivisme non plus. Et ça, j'ai bien aimé la précision ou toutes les précisions du premier panel, c'est qu'il faut mettre l'accent sur les usages, remettre les citoyens au cœur des innovations dans le numérique, et je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir profiter de toutes les innovations dans le domaine du numérique. Merci. Merci beaucoup, professeur. Donc, pour résumer, ce qui est important au niveau des politiques publiques, ce qui devrait être fait, c'est finalement acculturer les jeunes, les enfants dès le plus jeune âge au numérique. Il ne s'agit pas d'en faire des techniciens, il s'agit de les acculturer, donc qu'ils aient déjà une culture numérique, qu'ils puissent savoir ce qu'ils peuvent faire avec l'outil numérique. Très important. Et puis, bien sûr, il y a l'infrastructure. Et si l'on se concentre maintenant sur les usages, je vais donner la parole à Florence Dorsil, qui est CEO de Tandem Office et qui, il me semble, n'est pas du tout dans l'informatique à la base, n'est pas informaticienne, mais avait probablement un projet et donc s'est servi du numérique pour atteindre cet objectif-là. Merci beaucoup, bonjour tout le monde. Je suis Florence Dorsil, je suis originaire de la Guadeloupe et je suis fondatrice d'une agence de transformation digitale qui s'appelle Tandem Office. Le projet initial était de me lancer en tant que... Alors, j'ai un passif où j'étais responsable recouvrement et analyste crédit dans une société d'énergie. J'ai fait pas mal d'entreprises, que ce soit des médias, que ce soit du luxe et du textile. Et j'ai eu cette volonté à un moment d'entreprendre. Et c'est à ce moment-là que j'ai quitté la France pour aller m'installer en Guadeloupe. À ce moment-là, je n'étais pas... j'avais quand même fait quelques formations. Monsieur, vous en parliez tout à l'heure de la formation. Donc, j'avais
appris à faire des sites internet, etc. Mais ce n'était pas le projet. Le projet était surtout d'accompagner les entreprises dans la gestion administrative, ce que je faisais dans toutes les entreprises dans lesquelles je suis passée. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert les logiciels en ligne qui justement permettaient d'améliorer la gestion administrative. Et j'ai commencé à me documenter, à me renseigner, et c'est comme ça que j'ai découvert les solutions no-code qui permettent de réaliser des bases de données automatisées qui vont permettre de faciliter considérablement la gestion administrative. Et c'est comme ça qu'on a commencé, qu'on s'est transformé en agence de transformation digitale. Donc, on est passé, la notion d'usage, elle est intéressante parce que le projet est toujours le même. Au départ et maintenant, l'objectif est d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Et on va juste utiliser le digital comme levier pour pouvoir faciliter, amorcer déjà dans un premier temps une transformation digitale, mais également automatiser un certain nombre de process qui vont justement amener l'entreprise à amorcer cette transformation digitale grâce au numérique, grâce aux outils qui existent en ligne, grâce aux outils no-code, c'est-à-dire toutes les technologies qui ne nécessitent pas la rédaction de code, et grâce à toutes ces ressources en fait qu'on a. Voilà. La conséquence, c'est qu'il faut justement rester dans une quête, dans une veille permanente de ces nouvelles technologies, de savoir qu'est-ce que les nouveaux logiciels permettent de faire, qu'est-ce qu'il est intéressant de mettre en place. Et c'est vrai que les territoires d'Afrique de l'Ouest ont vraiment quelque chose d'intéressant, ou pas, je ne sais pas exactement, mais c'est toute l'opportunité qu'il y a autour de la transformation digitale du secteur informel qui va permettre justement à ces entreprises d'amorcer leur transformation digitale tout en s'appuyant sur l'existence de logiciels et d'outils existants. Voilà, donc nous, notre notion, enfin on va dire notre vision, c'est vraiment de transmettre et d'inciter les chefs d'entreprise à justement se documenter, comme vous le disiez tout à l'heure Stéphane, sur cette notion d'usage, d'avoir un besoin avant de se diriger vers un outil. Voilà. Merci Florence. Alors, une question Florence, de façon très concrète. Une personne ici qui est entrepreneuse ou entrepreneur, qui est dans la transformation par exemple de produits, ou qui est dans le textile, ou dans une toute autre activité, comment peut-il utiliser le numérique et en l'occurrence le marketing digital pour valoriser son activité? Dans un premier temps, alors je vais laisser Madame parler de tout ce qui est visibilité grâce aux réseaux sociaux. Je vais parler simplement de la partie internationalisation. Aujourd'hui, ce qui est intéressant avec le digital et ce que ça vous permet de mettre en place, c'est d'être visible aussi à l'international. Aujourd'hui, rien n'empêche une entreprise basée où que ce soit, et notamment on va parler du Bénin, grâce au digital, de pouvoir être en lien avec des entreprises qui sont partout dans le monde. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui est basée en Guadeloupe, et grâce au digital, justement, je suis ici à Cotonou, et les activités continuent de fonctionner. C'est pas parce que je ne suis pas là physiquement que tout ne continue pas de tourner sans moi. Et l'objectif, justement, c'est que ce soit au niveau de mes clients, que ce soit au niveau de mon entreprise, je tiens à ce que l'humain ne soit pas forcément indispensable et qui, justement, il regagne sa liberté. Enfin, quand je dis indispensable, c'est surtout physiquement. Et aujourd'hui, quelqu'un qui est dans le textile, quelqu'un qui développe un commerce local ici dans son pays, peut justement utiliser cette ressource pour se rendre visible dans un premier temps, mais également pour générer plus de chiffre d'affaires en mettant en place des outils qui lui permettent, par exemple par mobile money, d'encaisser, qui vont lui permettre de rester en contact avec ses clients, par exemple avec les mails, qui vont lui permettre d'aller chercher des clients sur d'autres territoires et qui peuvent même lui permettre de développer sa structure ailleurs. Voilà. Merci beaucoup Florence. Ce midi, je parlais avec
avec des jeunes frères et un me disait qu'il avait fait une formation de littérature, où il était littéraire et donc il avait peut-être peur du numérique. Mais on a un exemple ici concret qui est maître Saliou Saka, qui est juriste de formation, qui a fait du droit, mais qui a utilisé le numérique pour faire évoluer sa profession ou pour l'amener vers quelque chose qui peut être nouveau. Donc, maître Saliou Saka va vous expliquer comment une personne qui n'est pas dans le numérique, mais qui a une idée de l'utilisation de l'outil, peut faire avancer son activité. Merci beaucoup, cher Stéphane Oba. Bonjour à tous. Effectivement, je me présente. Je suis Saliou Saka, je suis avocat d'affaires depuis maintenant 26 ans. Ça date, ça commence à dater. Et il est vrai qu'au début de mon activité d'avocat, je ne sais pas si vous avez déjà été dans un cabinet d'avocat, mais généralement, à l'époque, c'était des cabinets qui étaient remplis toujours d'ailleurs aujourd'hui, hein, de gros dossiers, de paperasse, la paperasse, et on passait tout notre temps à dicter. À l'époque, on dictait les lettres, on dictait les conclusions, on dictait sans cesse les choses, et ça créait une activité au niveau du secrétariat absolument très très importante. Et à l'époque, je me suis dit, à l'époque, quand l'Internet a commencé à envahir tous les secteurs d'activité et tous les univers, je me suis dit, il va falloir, là on a un problème, on a un gros problème au niveau de notre activité d'avocat. À l'époque, il y a quelques structures qui commençaient à s'intéresser à ça, à comment faire pour faciliter la vie organisationnelle d'un cabinet d'avocats. Comment faire pour justement éviter qu'on passe, nous, les avocats, notre temps, plus de temps à dicter des lettres, à dicter des conclusions, ça prenait des heures et des heures. Comment tout ça peut être facilité? Alors il y avait des entreprises qui avaient, à l'époque, on avait des solutions comme Dragon. Et moi j'avais eu l'idée de déjà délocaliser cette activité de secrétariat ici au Bénin. Donc c'était la première start-up que j'avais voulu monter ici au Bénin. C'était dans les années 2000. Hein, et faire en sorte que toute cette charge de travail qu'on avait là-bas, que j'avais là-bas à Paris, soit effectuée ici en délocalisation. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré l'Internet, le numérique, et qu'on a monté une petite entreprise ici. On faisait ça un peu de manière, je dirais, archaïque, mais l'idée était là. L'idée était là. Et au fur et à mesure que le temps a passé, donc finalement, sans avoir effectivement eu aucune formation en technologie, en tech, et ben, je me suis pris à ce qui est devenu une passion, finalement, et je me suis intéressé à toutes sortes d'activités dans la tech, ce qui m'a amené jusqu'à récemment, et j'en parlais tout à l'heure avec M. Kouakam qui prendra la parole tout à l'heure, jusqu'à créer entre guillemets, une des premières crypto-monnaies basée sur la blockchain ici pour l'Afrique. Et ce à quoi je n'étais pas du tout prédestiné, mais c'est pour dire que, à l'instar du droit, le droit est présent partout, hein, tout est réglementé. Les fauteuils sur lesquels vous êtes assis sont réglementés. À l'instar du droit, eh ben, le numérique est en train de prendre toute la place, d'être présent partout. Donc, en termes d'approche usage, d'abord, on part toujours d'un problème. Donc, essayer de trouver des solutions à un problème.
en essayant de trouver des solutions à un problème, on peut arriver jusqu'à un projet entrepreneurial dans le monde du digital. Et maintenant, à partir de là, lorsque vous y êtes, avec de l'audace, avec de la curiosité, eh ben, vous allez aller chercher ce que ça veut dire la crypto, vous allez aller chercher ce que ça veut dire la blockchain, vous allez vous entourer et vous allez pouvoir arriver à développer un projet entrepreneurial dans le monde du digital. À titre préliminaire, voilà un peu ce que d'où finalement la résolution d'un problème peut mener jusqu'à un vrai projet entrepreneurial dans le monde du digital. Voilà. Merci beaucoup, Maître Saliou. Donc vous comprenez que le numérique peut être un outil qui est comme une solution à une problématique et qui devient finalement un projet. Donc Maître Saliou, qui était avocat d'affaires, avait déterminé, avait identifié une problématique précise, sauf que son métier de base technique ne lui permettait pas de répondre à cette problématique. Donc l'usage du numérique a rajouté une corde à son arc, a rajouté une compétence, et cette compétence supplémentaire couplée à sa formation initiale s'est transformée en un projet entrepreneurial. Pour arriver finalement, et donc comme je le disais, une fois que vous êtes dans l'univers du digital, que vous êtes avocat, et ben, vous arrivez à ce qu'on vous appelle un samedi après-midi en disant bon, est-ce que tu ne veux pas aider 10 000 codeurs? Forcément oui, parce que bah, c'est un monde que je connais déjà, et connaissant toutes les problématiques de ce monde-là, et ben, dans mon métier d'avocat et d'affaires publiques également, je vais pouvoir arriver à déterminer les besoins de 10 000 codeurs, quels besoins ils ont, ils ont besoin de rencontrer, comment on peut faire, comment booster une activité, alors qu'à l'origine, effectivement, on n'était pas du tout de cet univers-là. Et je pense que le digital devient, dans ce cas de figure, un vaste terrain d'opportunités. C'est un vaste terrain d'opportunités, et ces opportunités sont là à partir du moment où vous êtes, même si vous n'êtes pas, même si vous avez une formation littéraire au départ, ça n'empêche pas que vous puissiez justement, en ayant un peu d'audace et de curiosité et avec un peu de réseau, vous puissiez arriver à développer un projet entrepreneurial, ou bien tout simplement rendre des services à une entité donnée. Donc que vous soyez de formation juridique à la base, que vous soyez dans l'agriculture, de façon peut-être traditionnelle, naturelle, ou dans tout autre secteur, le numérique, l'usage du numérique peut vous permettre de développer de nouveaux projets, peut vous ouvrir des opportunités. C'est un vecteur d'innovation aussi. Ça vous permet d'innover, de trouver de nouvelles solutions, de penser à des usages nouveaux par rapport à la problématique initiale qui est votre cœur de métier. J'ai oublié de citer une autre expérience que j'ai eue finalement dans le cadre de mon activité, qui est celle de la lutte contre la cybercriminalité, puisque justement en étant intéressé au monde du digital et en ayant ma formation initiale, naturellement, ça m'a amené à travailler en France à la DCPJ, c'est la Direction centrale de la police judiciaire, à l'OCELTIC. L'OCELTIC, c'est l'Office central de lutte contre la cybercriminalité. Donc, n'étant pas du tout technique au départ, elle est technicien, mais par contre, la formation initiale que vous avez peut être vraiment utile dans certains secteurs, notamment en matière de lutte contre la cybercriminalité, en matière de cybersécurité,
on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. On va aller un peu maintenant, par exemple, dans le sport, dans l'éducation, et voir comment le numérique peut créer de nouvelles synergies, peut créer de nouvelles complémentarités. Et donc, je vais passer la parole à Kwokam Kamtreng, qui va vous parler des usages du numérique pour l'éducation et à travers une activité qui est le sport, par exemple. Bonjour à tous, je suis Monsieur Kwokam, le manager du centre EIA. Nous sommes situés vers le stade René Pleven, juste avant la Sobebra, pour ceux qui connaissent. Nous sommes ouverts depuis maintenant 1 an et demi. Nous faisons beaucoup d'activités sportives, culturelles. Et dans notre partie sportive, nous avons une grande partie aussi sociale. Cette partie sociale se divise en plusieurs parties. Une avec beaucoup de sport. Nous avons 100 enfants qui font du sport chez nous quotidiennement, mais ces enfants sont aussi suivis au niveau scolaire, avec du soutien scolaire, et aussi des cours d'informatique. En 1 an et demi, on a vu passer à peu près 200 enfants qui ont touché pour la première fois un ordinateur chez nous. Donc, ce qu'on essaye de faire au centre EIA, c'est de vulgariser l'utilisation de l'ordinateur et de permettre à ces enfants, finalement, de ne pas partir dans la vie avec, on va dire, des années de retard extraordinaires par rapport aux autres. On fait en sorte de réduire la fracture numérique, parce qu'on part du principe aussi que réduire la fracture numérique va leur permettre d'avoir plus d'opportunités professionnelles et donc va leur permettre aussi de pouvoir mieux réussir leur vie. Tout à l'heure, on a parlé de l'implication aussi de l'État, notamment. C'est vrai, l'État doit s'impliquer et tous les acteurs sociaux doivent aussi s'impliquer. Tout le monde doit s'y mettre. Si nous ne vulgarisons pas la pratique de l'ordinateur, l'utilisation de l'ordinateur, nous aurons toujours un retard. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, tout le monde le sait ici, le numérique prend une part de plus en plus grande et on pourra dire tout ce qu'on veut, faire tout ce qu'on veut comme programme éducatif, etc., pour réduire le chômage. Si la pratique de l'ordinateur n'est pas incluse, tout ce qu'on fait, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien, mais tout ce qu'on fait ira au ralenti. Donc nous, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire au centre EIA, c'est vraiment essayer de réduire cette fracture numérique. On est donc à peu près 200 enfants qui ont touché pour la première fois l'ordinateur et on espère que dans 1 an, qu'on en avoir au moins 400, voire 500. Là, les jeunes font de l'informatique au centre EIA, mais l'objectif aussi, dans quelques années, c'est de créer des salles, justement, ça a été aussi dit, directement dans les écoles publiques, de façon à ce que les enfants puissent apprendre, puissent vraiment s'habituer, qu'ils considèrent finalement l'ordinateur comme un objet du quotidien. Donc ça, c'est pour la partie sociale. Il y a la partie plus sportive. On organise aussi des compétitions sportives. Peut-être que certains ont entendu parler de EIA Games. C'est une compétition sportive de type CrossFit, un peu sport extrême, on va dire, que nous avons organisé le 23 septembre sur la place de l'Amazone. Ça passera bientôt d'ailleurs sur l'ORTB en plusieurs épisodes. Pourquoi on a trouvé un lien avec l'informatique et avec tout ce qui est numérique? Et bien, quand on fait une compétition comme ça et qu'on veut la faire vraiment de bonne qualité, on a besoin, évidemment, de listing, etc., mais on a aussi besoin, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de quelqu'un qui maîtrisait vraiment, on a dû prendre un ingénieur qui maîtrisait tout ce qui était arrivée et départ. Ça a l'air tout bête comme ça, mais pour pouvoir faire un produit de qualité, il nous fallait quelqu'un qui allait pouvoir maîtriser le départ, les arrivées, les caméras, les chronomètres, etc. Et on ne voulait pas faire des choses manuelles, donc tout a été fait de façon numérique. C'est un exemple très simple pour montrer à quel point le secteur du numérique, finalement, invente ses métiers. Sans cette personne, sans ses connaissances, on aurait fait quelque chose d'un peu, on va dire, un peu cheap. Voilà. Alors que là, cette personne qui a ses connaissances, qui ne s'attendait pas finalement à travailler aussi dans le domaine du sport, s'est retrouvée avec un
un poste taillé sur mesure pour elle. Elle a pu non seulement être recrutée chez EYA, mais avec son équipe, elle a recruté aussi 3 personnes. Donc on a eu 4 personnes qui, grâce au numérique, se sont retrouvées chez EYA au moins le temps de la compétition. Donc au-delà de ça, il y a aussi tout ce qui est évidemment statistique. Lorsqu'on fait des compétitions de qualité, on veut avoir des statistiques. Quand vous regardez un match de foot aujourd'hui, vous avez plein de stats sur les tireurs, le nombre de corners, le nombre de pourcentage de joueurs dans telle ou telle zone. Tout ça, ça a l'air d'aller de soi, mais en fait, il vous faut des gars qui s'y connaissent en numérique. Voilà, pour faire des choses aussi simples. Et donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans cette compétition, mais c'est ce qu'on va faire aussi dans d'autres événements sportifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, pour les amateurs, tu citais l'exemple du football. Pour les amateurs de football qui se sont rêvés peut-être un jour superstars du football, mais qui n'ont pas forcément eu la possibilité d'atteindre cet objectif, si vous aimez le sport, le numérique peut vous permettre d'évoluer malgré tout dans ce domaine. Alors peut-être pas directement sur le terrain, mais d'être au cœur du jeu d'une autre façon, grâce à l'évaluation des performances avec la donnée statistique. Et cela ouais, en effet, d'abord, tout le monde le sait ici, le numérique fait qu'il y a des nouveaux métiers qui se créent quotidiennement. Mais dans le sport en fait en fait partie. En effet, il y a les statistiques qu'on voit à la télévision, mais les clubs ont besoin de stats. Les clubs ont besoin de données, de data, tout le temps, sur leurs propres joueurs, sur les joueurs aussi qui veulent recruter, etc. etc. En fait, c'est partout. On a parlé d'agriculture, etc. Mais le sport est franchement un créneau où le numérique a sa place. Pour compléter ce qui vient d'être dit, j'ajouterais juste deux exemples pratiques, vraiment de la possibilité qu'on peut avoir en étant dans le monde du digital, dans le sport. Là encore, moi en tant qu'avocat, je travaille pour 2 structures portées par un ancien champion NBA de basket. Et il se trouve que, par exemple, la cybersécurité de l'équipe des Miami Heat, elle est comment dire, aujourd'hui dirigée par un Béninois. Donc, vous voyez que dans le sport, on peut tout avoir en venant du monde du digital. Miami Heat, cybersécurité, c'est porté par... on a besoin de sécurité en termes de protection de l'entreprise, parce que ce sont de grosses machines là-bas. Donc forcément, là encore, on peut avoir un usage assez pertinent du numérique dans le sport. Et le deuxième exemple, c'est que nous, au niveau de nos 2 structures qu'on a ici au Bénin, on vient de recruter à Epitech 4 stagiaires. 4 stagiaires qui travaillent spécialement sur la data au niveau sport pour notre entreprise. Voilà. C'est pour vous dire qu'il y a vraiment matière à usage en termes de sport par rapport au numérique. Donc voilà, vous le retrouvez partout. Aujourd'hui, un chauffeur Gozem, c'est un chauffeur, mais il utilise le numérique pour la géolocalisation. Donc c'est un outil qui facilite son travail, qui met en relation le prestataire et le client. On a parlé aussi de fracture numérique. Des enfants qui n'avaient jamais touché un ordinateur de leur vie, donc qui ont découvert véritablement l'outil physique et ses capacités. Professeur Aladatin, aujourd'hui, quel type de programme pourrait-on mettre en place pour justement faire en sorte que cette fracture numérique soit gommée, sans pour autant que les gens soient happés par le numérique en tant que tel, que chacun puisse se réaliser, mais que le numérique ne soit plus un frein pour cette réalisation? Merci pour la question. Alors,
Avant même de parler du programme, il faut parler de l'infrastructure qui va permettre de dérouler ce genre de programme. Et c'est ça que j'ai commencé à aborder dans mon avant-propos un peu en disant qu'il ne s'agit pas d'imiter en fait d'autres nations. Il faut replacer le citoyen au cœur de tout ce que nous souhaitons faire en matière d'innovation dans le numérique. Alors, qu'est-ce que je veux dire plus précisément? Je veux donner un exemple. Aujourd'hui, et comme on l'a dit, et un autre collègue aussi l'a dit, c'est très important d'acculturer les élèves, les enfants dès le jeune âge. Est-ce qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple du Bénin, est-ce qu'on est capable de fournir des ordinateurs dans toutes les écoles de notre pays? Probablement non. Et c'est pour cela qu'il faut repenser la chose. Moi, j'ai vu dans certains contextes, par exemple, qu'on utilise des cartes Arduino. Je ne sais pas, je pense que il y a beaucoup de gens ici qui peuvent savoir de quoi il s'agit. Des cartes Arduino qu'on achète à peine à 50 €. Et ça nous permet, avec juste un écran, d'avoir l'équivalent d'un ordinateur. Ça, ce sont des innovations auxquelles nous devons penser. Mais qu'est-ce qu'on fait? On pense au numérique, on souhaite, dans nos rêves les plus profonds, fournir des ordinateurs dans les salles de classe, et on calcule le coût des ordinateurs et on se dit on ne peut pas le faire. Et c'est ça le véritable problème, hein, pas seulement dans le numérique, c'est l'un des problèmes que nous avons souvent dans nos pays. Au lieu de réfléchir à notre contexte, à ce qu'on est capable de faire réellement, d'innover et de faire quelque chose qui nous corresponde, on souhaite tout simplement répliquer ce que d'autres personnes ont fait dans leur contexte. Et très souvent, soit on n'y arrive pas, soit on le fait, c'est pas adapté, etc., etc. Donc ça, il faut que l'innovation numérique elle-même nous dicte quel est le chemin que nous devons emprunter pour mettre en place des infrastructures, mais aussi pour conduire finalement toute cette formation qui va nous permettre de tirer profit du numérique. Donc ça, il y a les infrastructures. Deuxième chose, il faut éviter aussi, et ça, c'est peut-être un héritage colonial, on est très très axé sur tout ce qui est, moi j'appelle ça les paperasses, donc c'est des diplômes mais sans réelle compétence. Il y a une semaine, j'étais à un événement à Abidjan et j'ai rencontré des collègues dans le domaine de la data science où il y avait beaucoup d'entreprises donc dans ce domaine. Et je sais par ailleurs qu'il y a beaucoup de formations sur place dans ce domaine. Et ils disent, on n'arrive pas à recruter. Et tout le monde riait, mais parce que les gens disent, mais parce que moi je connais tel nombre de personnes qui sont au chômage. Eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas la compétence. Ils n'ont tout simplement pas la compétence. Et donc, on est dans des contextes où on s'occupe plus d'obtenir le parchemin que la compétence. Ça, c'est aussi un second élément sur lequel il faut qu'on revienne fondamentalement. Cela pour dire que je voulais donner l'exemple de quelqu'un, son prénom c'est Justin, je ne vais pas dire le nom, c'est un ancien étudiant que j'ai eu à l'école de statistique, très brillant, qui arrive en 3e année de statistique. Et en 2e année, on a eu à accueillir une équipe de l'Université Laval, on a fait des ateliers WordPress. Et en 3e année, on était au beau milieu de l'année. Et il me dit, moi je ne souhaite pas terminer cette formation-là. Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, je veux devenir un spécialiste de WordPress. Aujourd'hui, c'est un tout jeune, hein, mais il est le meilleur spécialiste de WordPress qu'on a au Bénin. Il travaille pour des entreprises françaises, pour des entreprises américaines. Il est au Bénin ici et tous ses contrats sont à l'étranger. Et il n'a aucun diplôme en WordPress. Il s'est formé sur le tas, il a mis en place un site internet, il montre ce qu'il est capable de faire avec WordPress, il code avec WordPress et il a des contrats, mais d'énormes contrats. Donc c'est un peu à ça qu'il faut qu'on formate notre jeunesse. Les compétences sont plus essentielles
que le parchemin. Les deux, c'est bien, mais la compétence d'abord. Et donc, ça va nous permettre... moi, par exemple, hier, je parlais à un jeune de 10 000 codeurs et il me demande, mais est-ce que les diplômes sont reconnus? J'ai dit non, mais l'expérience est reconnue en emploi. Voyez-vous, donc c'est ça un peu la sensibilisation qu'il faut qu'on fasse, non seulement au niveau des pouvoirs publics, mais aussi au niveau de notre jeunesse. Il faut aller vers ce genre de formation, non pas qu'il ne faut pas aller faire des formations de licence, master, doctorat en informatique, mais à côté, il faut savoir que les autres formations, sérieuses aussi, qui permettent de développer de la compétence, sont importantes et qu'il faut les faire aussi si on en a la capacité. Je voulais finir par un dernier point qui concerne les pouvoirs publics. Il faut assurer absolument l'équité. Ce n'est pas possible de faire tout ce qu'on est en train de dire avec 50% de la population. Donc, il faut faire attention à la problématique du genre parce que c'est aussi comme ça qu'on va permettre à toute la jeunesse de profiter de tout ce qu'on est en train de... tout ce dont on discute ici maintenant. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Et c'est une excellente transition de parler de genre, d'équité, parce que chez 10 000 codeurs, nous sommes profondément inclusifs. Tout à l'heure, le président Douglas parlait de handicap. On ne voit pas le handicap. Ce n'est pas ça l'important. Et qui de mieux pour témoigner aujourd'hui qu'une jeune femme qui est béninoise, qui a d'ailleurs quitté les bancs de l'école il n'y a pas si longtemps, donc qui connaît le système, pour nous parler du dispositif 10 000 codeurs, des usages du numérique et en quoi cela impacte sa vie. Donc Belvida Tiomomboko, qui est béninoise, va nous parler un peu de son expérience locale. Alors, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Avant tout propos, je voudrais d'abord remercier 10 000 codeurs pour tout ce qu'elle, puisque c'est une association, fait à la jeunesse. Je voudrais qu'on ovationne très, très, très fort 10 000 codeurs d'abord. 10 000 codeurs méritent plus que ça. Ovationnons très fort. Ensuite, ovationnons pour la jeunesse que nous sommes. Merci. Pour commencer, je vais dire d'abord que je n'étais pas du tout dans le domaine du numérique. J'étais plutôt, j'avais commencé une première année en médecine, puisque je travaillais plus en SVT, c'était ma voie. Si seulement il y avait des jeux, des qu'on faisait à l'école et tout, qui nous permettaient d'orienter un peu ce qu'on voulait faire dans l'avenir, je pense que je n'allais pas perdre un an à me tromper et tout. Mais par la suite, j'ai fait une formation en communication digitale et également en marketing digital. Dès que j'ai fini de faire ces formations, je ne sais pas si j'ai le contact très facile, mais beaucoup me confiaient des choses en digital. J'ai fait la communication, mais je n'ai pas fait le digital. Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend? Voilà. Donc, j'avais commencé par là et j'ai commencé par être chargée de communication des entreprises de la place. Après, à assurer légèrement leur communication digitale, même si en griffe, en ce moment, je ne savais pas ce qu'on appelait vraiment la communication digitale. Je faisais juste pour faire en réalité. Et ensuite, j'ai commencé par suivre des formations en ligne. Comme on le disait tout à l'heure, il y a des formations, beaucoup de formations en ligne. Il y a Google Atelier numérique. Il y a plein d'autres formations qui vous boostent dans le secteur du numérique. Après, j'ai suivi également une formation à WISPA, pour ceux qui connaissent un peu WISPA, qui forme les filles, uniquement les filles dans le secteur du numérique. Après, j'ai élargi mes connaissances toujours en faisant des formations. Moi, je vais dire, toute ma vie, j'ai fait des formations. Dans l'entrepreneuriat également, il y a Yali de Dakar qui m'a aussi permis de suivre une formation pour être certifiée en business entrepreneurship. Plein d'autres formations. À la fois, je suis maîtresse de cérémonie. En tout cas, tout a rapport avec la communication et le digital. Et je vous assure qu'avec ça, vous pouvez gagner pleinement votre vie. Aujourd'hui, je dis souvent qu'il y a l'écrivain Arnaud Botti qui dit « La formation est l'essence de tout succès ».
Mais permettez-moi ce soir de dire, la formation dans le domaine du numérique est l'essence de tout succès. On est d'accord? Si on n'est pas d'accord, quelqu'un peut me dire, peut me donner juste un domaine où aujourd'hui le numérique n'y est pas. Ne fait pas son entrée, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un? Quel domaine aujourd'hui n'a pas encore connu l'entrée du numérique dans sa vie? Quand on prend le secteur médical, c'est dedans, il y a plein d'applications, dis-moi doc et consorts. Peu importe le secteur, je pense qu'aujourd'hui, la transformation 360 degrés dont on parle a pris le dessus. Vous êtes d'accord avec moi? Et si on est aussi aujourd'hui ici, c'est parce que vous vous êtes inscrits en ligne. Bon, pour la plupart. Je pars le même processus, je vais dire que j'ai l'habitude aussi de dire que le monde tourne autour de 4 lettres aujourd'hui. Il y a l'informatique, il y a la technologie, il y a le numérique et il y a le digital. Je répète, il y a l'informatique, il y a la technologie, il y a le numérique et enfin il y a le digital. C'est lors de ces formations et après ces formations, moi j'aime beaucoup, comment je vais dire, j'aime plus m'essayer à chaque fin de formation et tout. Et après cette formation, ça m'a tellement donné d'ouverture. Un, deux, on me dit, ben Vida, non, c'est toi qui vas gérer une autre page. Non, il y a tel projet, tu vas être la consultante sur ce projet. Et c'est avec beaucoup de joie que je dis aujourd'hui que j'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises de la place, même des organisations comme l'UNFPA. J'ai travaillé sur des projets avec CMS City, beaucoup d'organisations. Et les marchés ou les contrats de prendre la gestion des pages, social media, community, ça, n'en parlons pas. Alors aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je voudrais juste dire au gouvernement ou à tous ceux qui nous suivent de rehausser l'image de la formation. Puisque c'est la base. Sans la formation, nous ne pouvons rien. Si on n'a pas l'information, d'abord, on commence par l'information et ensuite on va du côté de la formation. Il faudrait qu'on puisse s'accentuer sur l'information et ensuite sur la formation. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse que nous sommes très disponibles à commencer par se faire former dans les métiers du numérique. Et quand on parle du métier du numérique, je prends même du côté du marketing digital et il y a tellement d'opportunités. Tu peux être social media manager, tu peux être community manager, tu peux être content strategist, tu peux être data designer. Et quand tu es dans ce secteur, c'est que tu as des compétences dans les autres métiers. Par exemple, je prends mon exemple. C'est vrai que je suis consultante en community manager, mais à la fois je suis digital marketer. Aujourd'hui, quand un client me confie la conception de son site internet et tout, je ne suis pas développeur, mais j'ai des mots à dire. Quand le développeur fait, je dis non, le design ne me plaît pas, parce que j'ai des compétences en design. Quand il finit, il fait ci, il fait, je dis non, ça ne me plaît pas. Côté blog, quand on rédige l'article et tout, je dis non, ça ne respecte pas les hypothèses et qu'on sort pour bien écrire un article. Donc, peu importe qui nous sommes, dans quel secteur d'activité nous sommes, notre background et tout, nous avons la possibilité d'évoluer. Maintenant, je reviens à 10 000 codeurs. 10 000 codeurs, moi, personnellement, mon expérience était un peu bizarre, mais je vais vous raconter quand même. J'étais juste là avec une amie, je pense qu'on a projeté plusieurs fois, Pamela, et on travaillait un jour où elle me dit, elle a commencé par crier dans la salle, « Youpi, j'ai eu mon passeport numérique ». Je n'ai pas compris. Pour moi, c'était le passeport qu'on prenait souvent. Et j'ai dit, comme moi-même, je n'ai pas... pourquoi ne pas avoir j'ai déjà mon passeport, mais je veux le numérique. Est-ce qu'on se comprend? Je voulais juste qu'on puisse me compléter le numérique sans pour autant savoir ce qui était dedans. Donc après, quand elle m'a expliqué, en même temps, moi, pour les formations, je suis de nature à ne pas perdre le temps. Je m'adonne sincèrement. Donc du coup, elle m'a expliqué, je lui ai demandé, je fais comment, elle m'a expliqué. Je suis rentrée en même temps, j'ai commencé par répondre aux questions. J'ai pris une demi-journée pour répondre aux questions. Je suis passée par la phase d'entretien. Il y avait aussi des vidéos à suivre, beaucoup de vidéos qui vous donnaient beaucoup d'envie d'étudier, de savoir dans quel secteur, dans quel domaine vous allez vous orienter et tout.
Après, je passe à l'entretien. Et on me dit que je suis titulaire de passeport numérique. Et j'ai dit, waouh. Quand j'ai mis ça sur mon statut, en même temps, tout le monde dit, c'est quoi? J'avoue que jusqu'à ce moment, moi-même, je ne comprenais pas. C'est bizarre, non? J'ai eu le passeport, mais les avantages et consorts, je ne maîtrisais pas trop. Donc après, j'ai commencé par chercher, tout le temps, j'étais sur LinkedIn. Voilà, c'est un réseau social que je vous recommande, franchement. Pour l'instant, c'est le meilleur. Et tout le temps, je faisais que demander et tout. Après, j'ai vu que c'était une communauté. J'ai l'habitude de dire que les hashtags que nous utilisons l'hashtag que nous utilisons est une communauté, mais aujourd'hui, je dis que 10 000 codeurs, au-delà des frontières, est une communauté. Parce que j'ai rencontré de belles personnes. Ça m'a permis également de faire une formation, malgré que j'avais déjà une attestation certifiante en digital marketer, ça ne m'a pas suffi. Ils m'ont orienté vers un de leurs partenaires, Goma Code, qui m'a également formé dans ce domaine. J'avoue que au début, lors des formations, puisque c'était des formations en ligne, il fallait que je me libère. Au début, j'ai commencé un mois pratiquement après la formation. Et quand j'ai commencé, il y a plus de 15 modules, hein, si je me rappelle. Mais quand moi, je prends le PC, en 1 heure, c'est que je suis déjà au niveau du 7e module. La dame depuis Sénégal m'a appelé un jour. Elle m'a dit, madame, qui vous fait les exercices? J'ai dit, non, je fais les exercices. Elle m'a dit, ok, on va faire un truc un jour. Elle s'appelle Stéphanie, bon, j'ai oublié le nom. Elle m'a dit, ok, vous allez partager votre écran et on va voir si vous le faites vraiment. Ce que j'ai fait, parce que j'ai déjà eu à étudier ça. Elle m'a dit non, si c'est ça, on vous oriente vers autre domaine. J'ai dit non. Aujourd'hui, beaucoup me disent c'est bien de t'orienter dans un seul secteur et tout, parce que si on m'avait également éduqué dès le départ, je pense que j'ai fait beaucoup de choses. C'est vrai que les attestations, les formations, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est bien. Mais au fond, j'allais me concentrer sur quelque chose. Donc, du coup, je lui ai dit non, je me concentre sur ça et tout. Elle m'appelle, chaque fois elle me félicite, elle me dit mais comment vous allez, les cours, même les exercices, c'est plus de 30 réponses, il faut répondre et tout, mais vous avez toujours des bonnes notes et tout. J'ai dit, là où il y a la volonté et la passion, complétez s'il vous plaît. Là où il y a la volonté et la passion, là où il y a la volonté et la passion. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est comme ça, j'ai fait mon entrée dans 10 000 codeurs. Et après, le fait de savoir que je fais partie de la communauté 10 000 codeurs, d'abord, ça m'ouvre d'autres portes. Parce que quand je pars quelque part, en même temps, on me dit, passeport 10 000 codeurs. Et je ris, tout le temps, je ris, je dis, mais après tous les noms qu'on me donne aujourd'hui, j'ai également le nom de titulaire de passeport 10 000 codeurs. Donc, autant que nous sommes ce soir, je ne sais pas si vous êtes déjà en train de faire la formation, en train de répondre aux questions et tout, mais sincèrement, par mon expérience et l'expérience de ceux avec qui j'ai parlé, j'ai eu à causer et tout, je vous en supplie, peu importe votre âge, peu importe votre domaine, inscrivez-vous pour suivre la formation 10 000 codeurs. Ça vous ouvre assez d'opportunités, assez de portes, et vous avez une formation qui vous fait sentir vraiment important. Merci. Mais je voudrais rajouter quelque chose. Bon, si on m'a donné l'opportunité ce soir de parler, peut-être que prochainement, je vais parler devant vous en tant que ministre de la digitalisation, pourquoi pas? Waouh! Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Donc, vous entendez passeport numérique, Belvida et la preuve vivante. Je pense que nous allons maintenant laisser la possibilité, vous laisser la possibilité de nous poser des questions et nous serons ravis de pouvoir vous répondre. Bonsoir à tous.
Je m'appelle Romaric, je suis auditeur en master de droit. Alors, j'ai d'abord un apport à faire. Cher professeur, permettez-moi, en tant que petit étudiant, de donner quand même mon point de vue par rapport à certaines choses, certaines parties de votre communication. Alors, pour moi, le tout ne suffit pas de mettre à disposition de tous le matériel informatique pour que tout prenne comme on l'aurait souhaité. Parce qu'on peut tous désirer la même chose, mais nous n'aurons forcément pas les mêmes ambitions. Celui qui désire réussir grâce au numérique n'a pas forcément les mêmes ambitions que celui qui a envie de s'amuser avec l'outil. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est très facile aujourd'hui, ou du moins c'est beaucoup plus facile de nos jours, d'accéder ou d'avoir accès aux outils informatiques. Mais ça crée beaucoup de problèmes. C'est ça, on sombre dans un chaos avec les problèmes de sextorsion, des problèmes de sextape qui circulent de par les réseaux. Donc, je veux dire par là qu'il ne faut pas oublier d'ajouter l'éducation. C'est-à-dire, c'est vrai, il faut mettre à disposition le matériel, mais il faut aussi ajouter, puisqu'aujourd'hui nous sommes en train de parler d'éthique, il faut accompagner le numérique avec la question d'éthique. Donc, c'est très important de faire ce duo-là, le duo numérique et éthique, pour ne pas sombrer dans le désordre. Donc, voilà, d'une manière ou d'une autre, l'apport que j'aurai à faire sur la question. En ce qui concerne ma préoccupation, je voudrais savoir, ma question s'adresse à Maître Saliou. Nous sommes dans un contexte où les formations que nous recevons à la fac, ce sont des formations classiques, c'est-à-dire des formations conventionnelles. Vous sortez juriste, c'est que vous êtes soit privatiste, c'est-à-dire spécialiste des questions de droit privé, soit vous êtes publiciste, spécialiste des questions de droit public. Aujourd'hui, avec l'émergence du numérique, comment est-ce que quelqu'un qui est dans un contexte où, il faut avoir, permettez-moi de le dire en ces termes, le numérique n'est pas tout à fait évolué. Donc, moi, je me permets de faire une introspection, en quelque sorte, je me permets de sonder le terrain pour voir comment me réorienter pour ne pas me perdre. Donc, je vous pose la question de savoir comment est-ce qu'un juriste, on suppose, privatiste ou publiciste, peut, à partir de ses connaissances, c'est-à-dire par quoi il peut commencer pour donner un sens à ses connaissances, un sens à ses ambitions professionnelles dans le monde du numérique. Donc, voilà en quelque sorte la question que j'ai à poser après toutes vos interventions. Et déjà, je remercie au passage 10 000 codeurs et tous ceux qui interviennent depuis le matin et tous ceux qui sont à l'œuvre. Je remercie également l'équipe technique qui ne cesse pas de nous accompagner dans cette démarche. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup pour cette question. C'est une question très, très intéressante, très pertinente, parce qu'effectivement, le droit a ce travers justement de nous séparer dès le départ, hein, parce que effectivement, dans les formations traditionnelles, soit vous êtes privatiste, ou alors vous êtes publiciste. Bon, moi je dirais toujours, hein, mon expérience personnelle, lorsque j'ai démarré à l'époque en France, il y a des cas qui sont venus à moi qui étaient des cas de droit de l'immigration. Bon, c'était un droit que je n'avais jamais étudié, qui n'était pas enseigné à l'université. Donc il faut se débrouiller. Et il y a un premier cas qui était venu à moi au cabinet, alors que moi j'étais parti plutôt dans le droit des affaires, donc qui n'avait rien à voir avec le droit de l'immigration, qui est un droit hybride, parce que dans le droit de l'immigration, il y a du droit pénal, il y a du droit public, il y a du droit social, il y a tout.
dans le droit de l'immigration. Voilà, donc comment faire? Quand vous avez un cas et que la personne insiste pour que vous soyez son avocat et que vous lui dites je n'y connais rien, mais non, je veux que ce soit vous, mon avocat. Ok, d'accord, bon, je vous promets rien, mais je vais aller regarder, je vais aller chercher et on va essayer. Et en essayant, je suis devenu, sans aucune présomption, un des meilleurs spécialistes du droit de l'immigration en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si au niveau de l'université, de la formation académique, on ne vous enseigne pas encore le droit du numérique, eh ben, il vous appartient à vous-même dès le départ, dès maintenant, de vous intéresser au droit du numérique. Je sais bien que c'est balbutiant, mais aujourd'hui, j'en discutais tout à l'heure avec M. Kokam, on se disait que la connaissance, aujourd'hui, elle est ouverte. Il vous appartient d'être audacieux, il vous appartient de vous prendre en charge et de vous dire si vous avez envie d'évoluer. Et même si vous n'avez pas envie, je vous conseille vivement de vous intéresser au droit du numérique. Voilà, pour répondre simplement à votre question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Nathan Luc. Je suis étudiant en 3e année de sociologie. Je suis encore un jeune entrepreneur dans le domaine des jeux vidéo. Également, je suis en train de suivre une formation en community management. Moi, j'ai connu 10 000 codeurs par le biais d'un pote à moi. Ça fait déjà 3 ans, je crois. Ok, moi, ma question est de savoir, 10 000 codeurs, tout à l'heure, j'étais en train de suivre la juriste qui était là ce matin, elle disait que le numérique peut participer à la consommation locale de telle sorte que les trucs là, les analystes, les codeurs, je vais dire non, c'est ça non? Les analystes, voilà, c'est eux, ils peuvent mettre leur fait, c'est ce que je vais dire, leur façon de faire au truc là, au service de la consommation locale. Vous voyez, l'autre fois, j'étais en train de suivre un débat et on disait que 75% de la population béninoise n'est pas encore sur Internet. Et ceux qui sont déjà sur Internet, ils ne savent pas encore ce que c'est que réellement le numérique. Vous voyez. Par exemple, j'avais un ami l'autre fois, lui, il voulait faire une formation en informatique. Je lui disais que dans ta formation, il faut que tu exiges l'intelligence artificielle. Elle me disait que c'est quoi l'intelligence artificielle. Et aussi, ce n'est pas encore sûr que là où elle veut faire la formation, eux, ils disposent d'une formation en intelligence artificielle. Moi, j'aimerais savoir, en tant que 10 000 codeurs, quelles sont vos approches, bien vos solutions à ça, quoi, en tant que pays, pour que le numérique participe à notre développement, pour que tout le monde consomme le local. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ces défis de manque de formation comme, les gens n'ont pas assez, tout le monde ne sait pas ce que c'est que le numérique, et les formations qui sont à jour actuellement, il n'y a pas ça actuellement au Bénin, vous voyez. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter pour qu'on puisse arriver chez nous, on puisse dire, ah ça là, on peut faire ça pour que ça marche. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Peut-être en une question un peu synthétisée, quel serait le point précis? Je pense que vous avez déjà une réponse. Alors, pour répondre simplement, en termes simples, je pense qu'on quand on parle de 10 000 codeurs, après on parle d'ambassadeurs. Est-ce que tu as déjà entendu parler du terme ambassadeur? Voilà. Selon toi, c'est quoi le rôle d'ambassadeur chez 10 000 codeurs?
En vrai, bon, je vais dire, moi, mon pote, il a déjà eu son passeport dans 10 000 codeurs. Bon, actuellement, lui, il essaie de parler de son expérience dans le numérique et avec 10 000 codeurs autour de lui. Voilà, il représente en quelque sorte 10 000 codeurs dans son environnement. Ok, merci. En réalité, quand on parle d'ambassadeurs chez 10 000 codeurs, c'est quoi? Nous représentons les relais. Par exemple, si tu es ambassadeur, tu es détenteur du passeport numérique 10 000 codeurs, tu es ambassadeur. Tu vas, peut-être que tu es de WIDA, je ne sais pas, je pense juste l'exemple. Tu vas à WIDA, tu parles de 10 000 codeurs. Tes connaissances les connaissances que tu détiens, tu vas là-bas pour partager, n'est-ce pas? Maintenant, il y a quelque chose chez nous qu'on appelle la valeur ajoutée. On a tous fait la formation peut-être chez 10 000 codeurs. On a été tous orientés chez Go My Code ou chez un des partenaires et on nous a donné la formation dont nous avons besoin. Mais toi, en tant qu'ambassadeur, c'est quoi ta valeur ajoutée? Qu'est-ce qui va te différencier des autres qui ont suivi la même formation? Peut-être que ça serait peut-être de réfléchir, de créer une application ou, peut-être une application pour ces personnes qui sont dans les zones reculées, peut-être qu'ils n'utilisent pas Internet de forfait et tout, pour que ces personnes puissent se mettre en contact avec le monde réel. Ils ont déjà leur cible chez eux. La cible, ils ont déjà ça. Ils vont payer. Et ceux qui doivent payer, les personnes qui doivent payer vont payer. Mais toi, tu aides ces personnes, ces bonnes dames ou ces agriculteurs à élargir leur cible. Outre tout ce qu'ils ont déjà comme bagage, comme acheteur, comme le type de client idéal et tout chez eux. Toi, tu apportes la solution, mais cette solution, par contre, est numérique. Et dans cette solution numérique, toi, personnellement, tu peux encore digitaliser ça. Donc, nous poser la question, qu'est-ce que 10 000 codeurs va faire? Je pense que toi, en tant que détenteur de passeport numéro 10 000 codeurs, tu es à la fois ambassadeur. Donc, du coup, je te repose la question, quand on est ambassadeur, on fait quoi? Maintenant, après le fait que tu sois ambassadeur, que tu puisses partager l'information, orienter tes frères et sœurs et les initier à l'outil informatique et au numérique, tu peux te demander, cette application que tu vas peut-être créer, tu présentes ça en hackathon quelque part. Il y a plein de startups aujourd'hui qui organisent ce genre de trucs à Cotonou. Tu présentes, tu as de financement. Tu gagnes ta vie, tu aides les gens, tu crées une communauté et là, tu portes dignement le nom de 10 000 codeurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est bon? J'ai répondu? Alors, ouais, je veux, parce que je suis désolée, hein, mais je veux compléter en fait justement sur le propos de Belvita pour justement répondre à un aspect que j'ai compris dans ta question. Ce que j'ai compris, c'est que tu as parlé du fait que beaucoup de jeunes ne savent pas ce qu'il y a dans le numérique. Ton amie, tu lui as dit de s'orienter vers l'intelligence artificielle. Elle ne savait pas ce que c'était l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, en fait, nous, chez 10 000 codeurs, on a fait exactement le même constat que toi. On sait que le numérique représente une énorme opportunité pour la jeunesse africaine. On sait que le numérique ouvre des portes. Et par contre, on a constaté que les jeunes n'avaient pas vraiment conscience des réelles opportunités. Et donc, on a lancé le programme Un emploi en 3 étapes. Et un emploi en 3 étapes, si tu regardes bien, la première étape, la plus importante, est l'étape de l'acculturation et de l'orientation. Pourquoi on a lancé cette étape? C'est justement pour permettre aux jeunes de savoir c'est quoi le numérique, quels sont les métiers du numérique. Ce matin, on parlait des 65 métiers qu'on a identifiés. On a identifié 65 métiers du numérique vers lesquels les jeunes peuvent s'orienter. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait vraiment de l'acculturation. On fait des webinaires avec des experts qui expliquent l'intelligence artificielle. Là, on a des experts qui viennent sur le plateau pour expliquer c'est quoi, comment ça se traduit au quotidien. Comment les jeunes peuvent s'orienter vers l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quelles portes ça leur ouvre? Et en fait, en faisant ça,
On se rend compte, tous nos ambassadeurs aujourd'hui, ils ont une réelle culture du numérique parce qu'on leur apprend, avant même de leur dire, on va t'orienter vers tel partenaire, tu vas faire cybersécurité, tu vas faire ça, on lui dit, voici tout ce que tu as. On a vu des jeunes, quand ils sont arrivés chez 10 000 codeurs, ils ont dit, moi, je veux m'orienter vers, j'ai vu ça, hein, vers le marketing digital. Après, ils ont regardé les webinaires, ils ont posé des questions, ils ont échangé avec les experts. Et ils sont revenus en disant, finalement, je pense que moi, ce qui m'attire, c'est data science, parce que ça me correspond. Je ne connaissais pas, mais maintenant je connais. Et donc aujourd'hui, nous, au-delà d'orienter les jeunes, de les mettre chez nos partenaires, de les former et de leur permettre de trouver un emploi, on pose la première pierre qui est de leur faire connaître le numérique, qu'ils sachent c'est quoi le numérique et comment est-ce que ça peut leur servir au quotidien, comment ça peut leur servir dans leur carrière et comment ça peut les aider à aller à l'étape supérieure. Donc j'espère que j'ai répondu là à ta question. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Peut-être une dernière question. Allez. Ok, merci beaucoup. Je suis Roch à Roton. Je suis président du réseau africain pour le maintien de la paix, le RAM Bénin. Alors j'ai juste une question. Ma question c'est, est-ce qu'au niveau de 10 000 codeurs, vous avez une politique d'orientation vers les secteurs de la sécurité? Au-delà de la cybersécurité, hein, au-delà de l'aspect cybersécurité, est-ce que vous avez une orientation des jeunes vers le secteur de la sécurité? Merci beaucoup. Alors, oui, bien sûr, vous avez une orientation vers la cybersécurité. C'était ça la question, la cybersécurité. La cybersécurité en fait partie, mais je voulais savoir, au-delà de la cybersécurité, est-ce qu'il y a d'autres volets que vous développez? Oui, on présente les métiers de la sécurité, mais le mieux, ce sera d'en parler avec nos experts qui pourront vous préciser, vous détailler tous les métiers autour de la sécurité. Mais oui, nous avons des orientations autour de ces métiers. Peut-être une dernière question. Monsieur a levé la main tout à l'heure. Oui. Il y a un jeune frère là-bas qui souhaitait poser une question, mais allez-y, on essaye de faire rapide. Allez. Ok, merci beaucoup. Moi, je suis Mario Apiti, je suis doctorant en médecine. Je suis également alumni de la Coding Academy d'Epitech. Ma question s'en va à l'endroit de 10 000 codeurs. Déjà, je vous remercie. Je voulais demander s'il y a une orientation spécifique en e-santé dans les formations proposées. Parce que dans notre faculté actuellement, nous travaillons sur des projets en e-santé et si 10 000 codeurs peuvent nous accompagner sur ce point, ce serait très bien. Alors, il n'y a pas de formation spécifique en e-santé, mais justement le point c'est de dire que par rapport aux outils, aux différentes formations que vous pourrez avoir, vous pourrez vous orienter vers les métiers de la santé. Mais spécifiquement e-santé, aujourd'hui non, parce qu'on n'est pas dans un secteur spécifique, mais on veut proposer des formations qui vous permettront d'évoluer dans différents secteurs. Dernière question. Bon, je vous remercie. Moi, je me nomme Franck Espoir Azonakbo et je suis étudiant en fin de formation en nutrition et diététique à la faculté des sciences de la santé. Moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous avez mis en place une équipe pour pouvoir orienter ces jeunes qui viennent dans ce monde numérique, afin qu'ils ne puissent pas choisir des services de 10 000 codeurs, plusieurs services, afin que ces jeunes-là ne puissent pas choisir des services de 10 000 codeurs pour que d'autres services soient saturés et d'autres services ne puissent pas trouver de jeunes qui peuvent entreprendre dedans. Par exemple,
10 000 codeurs à 65 différents services, mais les jeunes viennent et eux tous choisissent une même service. Eux tous vont au niveau d'un endroit du service donné et les autres, c'est pour savoir la répartition de ces services-là pour que d'autres services ne soient pas saturés et d'autres services ne puissent même pas démarrer pour trouver des jeunes. Oui, merci pour cette question. Donc, pour vous répondre très simplement, chez 10 000 codeurs, quand vous rentrez chez 10 000 codeurs, vous avez un accompagnement qui est designé sur le secteur sur lequel vous allez aller et vous allez être accompagné pour avoir des opportunités à la fin de votre formation. Donc, chez 10 000 codeurs, il n'y a pas de répartition en tant que telle, il n'y a pas de segmentation, il n'y a pas et encore moins de discrimination. Tout le monde peut rentrer chez 10 000 codeurs, d'accord? Il y a de la place pour tout le monde. Et encore une fois, on vous invite vivement à vous inscrire chez 10 000 codeurs et on peut prendre en charge tout le monde. Tous les dossiers seront traités, tous les dossiers sont traités jusqu'à présent. Et ce qui se passe après, c'est que vous êtes accompagné tout le long de votre parcours, pendant votre formation, jusqu'à avoir les opportunités qui vous sont offertes et qui sont multiples et multiformes. Voilà. Tout à fait. Et je rajouterais aussi pour conclure, c'est que 10 000 codeurs finalement se substituent à ce que les politiques publiques devraient faire pour la jeunesse. Aujourd'hui, l'accompagnement est possible grâce à des gens comme Nyanya, grâce à des gens, des experts qui sont présents. C'est basé sur la bienveillance. Vous voyez? Donc ce qu'il est possible de faire avec la bienveillance, les valeurs du cœur, les valeurs de partage. C'est ça la différence. Et c'est en ça que tout le monde est bienvenu, parce que nous avons une communauté tellement forte que nous savons à quelle porte taper pour trouver la personne qui pourra vous accompagner vers le métier ou vers la voie qui vous intéresse. Après, il y a la question du financement, qui est le combat que nous menons. Essayez de trouver les financements pour pouvoir vous former, vous accompagner. Et l'objectif, c'est que ce soit des millions de jeunes. C'est ça l'objectif. Donc, oui, vous êtes bienvenus, oui, vous serez accompagnés, oui, vous trouverez les bonnes personnes pour vous accompagner, que ce soit sur la partie technique ou que ce soit sur la posture. Et qu'il n'y ait, voilà, Maître Saliou qui rajoute, n'ayez pas peur, il n'y aura pas de saturation. Parce que le dispositif est designé pour permettre à des millions de jeunes de pouvoir s'élever dans ce domaine-là, progresser. Donc, une dernière question, mais la dernière pour le coup. Ok, merci beaucoup. Et tout à l'heure, au cours des interventions, le docteur a parlé de l'insertion, surtout de l'emploi des jeunes qui cherchent plutôt le diplôme que la compétence. Moi, je pense que le problème réellement ne se retrouve pas au niveau de la jeunesse, c'est plutôt au niveau des décideurs. Quand vous rentrez dans une entreprise, qu'on vous demande un bac plus 5, vous pensez que le jeune va faire quoi? Il va aller chercher le bac plus 5, même s'il n'a pas la compétence. Deuxième chose, les opportunités qu'offre le numérique, c'est beaucoup. Nous allons dire beaucoup. Parce que moi par exemple, je suis sociologue de formation. Mais aujourd'hui, je suis en train de suivre une formation en référent digital. J'ai connu 10 000 codeurs grâce à l'un de nos formateurs, l'apôtre Haïkou, le voici devant nous. Il a un passeport 10 000 codeurs. C'est lui qui nous a parlé de 10 000 codeurs, les avantages de 10 000 codeurs, tout ça là. Je suis rentré sur le site, entamé le processus des questions pour avoir aussi le passeport. Le processus est toujours en cours. Grâce aux offres de formation qu'ils nous offrent, aujourd'hui, nous sommes capables de faire beaucoup de choses.
nous sommes community management, nous sommes beaucoup de... Il y a des designers ici, il y a des graphistes ici, en tout cas, beaucoup d'opportunités que nous pouvons nous offrir autrement notre formation de base. Beaucoup ont le diplôme, beaucoup ont la licence parmi nous. Mais aujourd'hui, on se retrouve là. Le problème au niveau de la jeunesse, c'est quoi? Quand nous rentrons dans le numérique, souvent beaucoup prennent les côtés négatifs de la chose et se font beaucoup d'argent. Ce qui les crée assez de soucis demain. Vous rentrez dans le numérique, il y a beaucoup de choses qu'on découvre. Et si on ne sait pas faire, on est tenté à faire de n'importe quoi et demain tu te retrouves banalement en prison. Donc quand vous rentrez dans ce secteur, sérieusement, soyez objectifs et orientez-vous. Vous pouvez développer le numérique en valorisant votre base, la base de votre formation. Moi, je suis sociologue, mais je sais ce que ce numérique-là peut me faire dans ma formation de base. Aujourd'hui, si je rentre dans une organisation nationale ou internationale, je peux mieux m'en sortir. Grâce à une communication bien établie, l'entreprise sera visible, l'ONG sera visible et nous allons beaucoup travailler en matière de communication en ligne. Je peux rendre l'entreprise accessible. Je peux rendre l'entreprise beaucoup visible sur les réseaux sociaux. Donc pour dire quoi? On ne va pas parce qu'il faut partir. Si vous n'avez pas un objectif bien défini, bien fixe, vous allez rentrer, mais finalement, vous allez vous retourner sans rien garder dans la tête ou bien sans avoir quelque chose de façon potable dans la main. Je vous remercie. Alors, ce n'est pas véritablement une question, mais je voulais juste dire par rapport à la question des diplômes et des compétences, je réaffirme quand même que vous gagnez toujours à développer plus la compétence de toutes les manières, parce que je comprends très bien ce que vous dites, mais essayez d'élargir un peu la vision au-delà des entreprises étatiques, au-delà de la fonction publique, des choses comme ça. Il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui recherchent, et je vous ai donné un exemple, pas plus tard que la semaine dernière. Voilà, on avait probablement parmi les hôtesses des personnes qui ont les diplômes de ce qu'ils parlent, de ce dont ils discutent là, mais qui n'ont pas l'emploi, tout simplement parce que les gens ils recherchent dans ces entreprises-là de véritables compétences et non pas simplement des papiers, tout simplement. Donc il y a de plus en plus d'entreprises qui recherchent effectivement les compétences. C'est vrai qu'au niveau des pouvoirs publics, ce n'est pas encore le cas. On recherche le master, on recherche la licence, etc. Et c'est tout. Mais l'autre chose qui est en lien aussi avec la question de la saturation, c'est que le marché, il est mondial en fait. C'est ça qu'il faut que vous puissiez avoir à l'esprit. Le marché, il n'est pas dans la fonction publique, il n'est pas dans les entreprises au Bénin, il est mondial en réalité. Et il n'y a pas de saturation possible. Et au niveau mondial, c'est la compétence que les gens recherchent. Pour compléter ce que vous venez de dire, ayez à l'esprit que le monde du digital, c'est un monde qui est révolutionnaire. C'est le monde de la disruption. C'est le monde qui n'obéit pas aux règles habituelles où on va vous demander des bacs plus 5, des bacs plus 10 ou plus 20, je ne sais quel diplôme, mais ce monde-là ne fonctionne pas de cette manière-là. Et c'est un monde qui est local et qui est en même temps global. On parle dans les sphères, certaines sphères, on parle de glocani. Think local at global. Il faut vous ouvrir et c'est pas parce que dans un autre monde on vous demandait des bacs plus X que aujourd'hui les entreprises du monde du digital, lorsqu'il y a des compétences, comme le dit le professeur, lorsque les compétences sont là, eh bien on vous embauche. Voilà. Super. Donc vous voyez que les questions sont passionnantes, les échanges sont passionnés. On va laisser la place à d'autres questions peut-être après. De toute façon, il y aura encore des panélistes, ce n'est que le début, mais c'est bien, ça suscite votre intérêt, c'est très intéressant. Et je voudrais juste terminer ce panel avant de remercier nos panélistes sur
le partage que j'ai eu d'un jeune frère tout à l'heure qui nous vient de Parakou. Je souhaiterais que l'on fasse avec l'équipe 10 000 codeurs peut-être un reportage sur lui. Vous découvrirez, il m'a sorti un mot, il m'a dit que le numérique m'a sorti de ma caverne. Le numérique m'a sorti de ma caverne. Il m'a expliqué qu'il vient d'un monde, d'une zone où personne ne parle de numérique, il vient d'une zone rurale, où il est comme un ovni, mais que lui a fait l'effort. Il a fait l'effort d'aller à la rencontre du numérique. Et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Et donc, on fera le partage de son témoignage pour que vous puissiez vraiment comprendre la puissance de l'outil et vers quoi ça peut amener. Merci beaucoup pour votre attention. Et je veux remercier chaleureusement nos panélistes qui ont pris de leur temps, qui se sont déplacés de Guadeloupe, du Bénin, d'ici et d'ailleurs, et qui seront ravis de pouvoir partager avec vous, si vous le souhaitez. Merci beaucoup et merci à vous. Merci bien, Monsieur Stéphane, pour avoir modéré ce panel. Vous êtes formidable. Je crois qu'on va vous nommer journaliste avant que vous ne partez. Est-ce qu'on peut l'ovationner, s'il vous plaît? C'était bien évidemment notre deuxième conférence sur le thème « L'approche orientée, usage, comment accompagner la jeunesse africaine vers les métiers et technologies du numérique ».